Bienvenue sur Alafia TV, votre émission préférée, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevrons sur ce plateau Jamil Bitar. Il est le porte-parole du mouvement M5 RFP, qui n'est plus à présenter. Il est également le président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, MCATT. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jamil Bitar. Merci à vous de me donner l'opportunité, en tout cas, de m'adresser aux téléspectateurs. Alors, tout à l'heure, on parlait de MCATT. Alors, pourquoi MCATT? Parce que vous parlez très souvent de l'idéologie d'ATT, vous soutenez l'idéologie d'ATT. C'est quoi l'idéologie d'ATT pour vous? ATT, pour nous, c'est avant tout... Je rappelle aux téléspectateurs que ATT, c'est l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, parce que tout le monde... Oui, c'est bel et bien ça, mais je voudrais quand même vous dire que le mode de gouvernance que ATT a prôné pendant plus d'une décennie, c'était la gestion consensuelle du pouvoir. Et force est de reconnaître aujourd'hui que nous vivons une crise et l'histoire donne raison. Et nous, cette idéologie, nous l'avons en tout cas adoptée et nous l'avons cultivée. Et je pense que c'est l'idéal que nous avions par rapport justement à notre projet de société. Peut-être qu'il a toujours promis le consensus, c'est ce que vous voulez dire. Alors, ce consensus-là, il y a certains acteurs politiques qui disent qu'en fait, ce consensus-là, c'est ce qui a mis le Mali dans tout ce problème-là. Les problèmes du Mali, si nous voulons en parler, ne datent pas de l'avènement de la démocratie seulement. Vous savez, le Mali il est plus profond que tout ça. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Mali a toujours été géré de façon consensuelle. Alpha parlait de gestion concertée et donc, quelque part, nous disons que quand vous partez dans nos villages, dans nos hameaux, dans les grandes villes, vous savez, tout se fait de façon consensuelle. Mais vouloir se régner soi-même, moi je pense que notre démocratie devait avoir ses bases, ses soubassements à travers ce consensus parce que c'est un modèle de gestion inédite que le Mali a toujours eu. Et aujourd'hui, nous sommes devenus, je dirais, comme des chauves-souris. Nous ne sommes ni avec les oiseaux, ni avec les mammifères. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que les problèmes au Mali, en tout cas les problèmes sont profonds et ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui sortent aujourd'hui, qui disent aujourd'hui que les acteurs du mouvement démocratique, en tout cas de la démocratie plurielle, ce sont ces acteurs-là qui sont les problèmes fondamentaux du Mali. Vous savez, peut-être que Moussa Traoré, le général Moussa Traoré aurait mieux fait. Bon, vous savez, chacun a sa lecture. Nous devons se remettre en cause. C'est pourquoi je dis très souvent que nous sommes tous coupables quelque part. Parce que quand vous regardez un peu, tout ne peut pas être mauvais. Mais nous sommes rendus vite compte que notre démocratie, pendant les 3 décennies, a certainement connu des hauts et des bas. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons et nous demeurons des Maliens. Maintenant, à qui est la faute? C'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est comment nous devons conjuguer les efforts afin de pouvoir épargner notre pays de tous les maux qu'il connaît aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Jamil Bitar, comment on vous décrirait mieux? Qui est Jamil Bitar? Il vient d'où? Je suis un Malien sur les 20 millions de Maliens. Et ce faisant, je dis aux uns aux autres que... Parce que d'aucuns se disent déjà que Jamil Bitar aurait dû rester dans l'entrepreneuriat, en tant qu'opérateur économique. Il était beaucoup plus performant que dans la politique. Qu'est-ce que vous direz à ces gens-là? C'est à eux leur jugement, parce que moi, au fait, je fais de mon mieux et je n'ai pas de calcul, je suis un homme entier.
Et si je suis arrivé à ce niveau aujourd'hui, vous savez, quand aujourd'hui on parle des acteurs majeurs de la politique en République du Mali, je pense que sans modestie, je fais partie. Et dans le monde des affaires, c'est pareil. Politique et affaires vont ensemble. Mais en réalité... Il n'y a pas de question d'intérêt. Non, parce que la politique, comme vous le savez, c'est la gestion de la cité. Et un homme d'affaires qui cultive un peu plus de solidarité autour de soi est forcément un homme politique. Parce qu'il y a le management des hommes, il y a cette solidarité que nous partageons avec l'ensemble de nos populations. Donc, c'est vous dire quelque part que moi, j'estime qu'il n'y a pas un grand fossé entre les affaires. Donc, vous n'êtes jamais, par exemple, impliqué dans des histoires de conflits d'intérêts, dans des affaires non, malsaines? Moi, j'ai exercé, mais je n'ai pas exercé ni en tant que fonctionnaire de l'État. Je suis un homme du privé, pur, dur et simple. Mais ce que je veux que les uns et les autres comprennent, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Parce que les conflits d'intérêts naissent quand vous avez la main dans la pâte. Mais malheureusement, je n'ai pas la main dans la pâte. Moi, j'ai toujours été un élu, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Et élu au niveau de la Chambre de commerce, élu au niveau du Conseil économique, social et culturel, élu dans la Fédération malienne d'athlétisme, élu au niveau de la Fédération des transporteurs routiers du Mali, élu partout. Moi, je n'ai jamais été nommé et cela fait de moi peut-être quelqu'un qui, en réalité, va toujours à la recherche des suffrages de nos concitoyens parce que j'estime que tout ce que nous faisons dans la vie, il faut avoir une légitimité. Et cette légitimité doit passer forcément par les urnes. Et cette légitimité dont il est question, je pense que c'est ce qui m'a fallu, en tout cas, passer par ces étapes. Et aujourd'hui, beaucoup sont surpris que je ne sois pas ministre dans un gouvernement. Et je ne l'ai jamais été, je ne le serai pas. Et vous ne serez pas prêt à intégrer un gouvernement, même gouvernement démocratiquement élu, dans les mois ou années à venir? Je pense que peut-être que, si Dieu le veut, peut-être que le prochain président de la République du Mali, ce sera Jamil Bitar. En tout cas, je ne suis pas prédisposé à participer dans une équipe. Mais plutôt à diriger. À diriger. Et vous serez candidat et c'est ça mon en 2022 peut-être? Oui, c'est ça mon fort en réalité. Si les uns et les autres comprennent, moi je suis chef d'entreprise. MCATT présentera un candidat, c'est ça ou... Pas que MCATT, parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie d'un regroupement qui s'appelle le pôle politique du consensus, où il y a 23 formations politiques et à peu près une cinquantaine d'associations aujourd'hui qui sont avec nous et qui, à son tour, a intégré le M5RFP. Et aujourd'hui, le plus important... Peut-être que c'est le M5RFP qui prépare déjà un candidat. Mais vous savez, nous ne sommes pas à ce niveau parce que pour nous, aujourd'hui, le plus important qui va, c'est qu'il faudrait que nous réussissions cette transition. Et réussir la transition... Mais le problème, c'est que les élections, c'est dans quelques mois, en février 2022. Oui, mais sans la réussite de la transition, nous ne parlerons pas d'élection. Il faut être logique. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous devons tous conjuguer les efforts aujourd'hui. Ce n'est pas la candidature qui est la plus importante, c'est comment remettre ce pays sur les pieds et que plus tard... Donc le M5RFP n'a jamais pensé, n'a jamais réfléchi à... La question n'est pas d'actualité parce que pour nous, aujourd'hui... Ce n'est pas les élections qui est la priorité. Non, la priorité, c'est... Les élections ne sont pas la priorité. Non, comment sécuriser... Tous ceux qui pensent aujourd'hui, il faut aller coûte que coûte aux élections, excusez-moi du terme, je pense que c'est les ennemis du Mali. Ennemis du Mali, c'est pas trop fort. C'est pas trop fort, je sais de quoi je parle, parce que ça veut dire que ces personnalités ou ces hommes politiques ne sont obsédés que par le pouvoir. Comment se hisser à la tête de l'État. C'est ça qui est le plus important pour eux.
c'est pas la nation, parce que tout le monde sait aujourd'hui que mais quand même les élections garantissent l'alternance politique. Mais comment voudrez-vous faire des élections dans un pays où l'insécurité... Donc vous pensez que maintenant qu'il faut... Excusez-moi, mais je vais vous dire également que quand vous observez à ce niveau, imaginez un peu, Soumaïla Cissé, paix à son nom, vous voulez que les candidats soient pris en otage un peu partout. Aujourd'hui, le problème fondamental qu'il faut résoudre, c'est le problème sécuritaire. Maintenant, les autres aspects politiques, les autres aspects politiques à régler, notamment au niveau de la loi fondamentale et la loi électorale et tout ce qui s'ensuit, nous trouverons les gymnastiques nécessaires pour aller vers ça. Mais que l'on ne se trompe pas de sujet. Et si c'était avoir juste un président, Ibeka ne devait pas partir parce qu'il y avait eu une élection. Et vous voulez qu'il y ait un semblant de répétition comme avec Donc Ibeka. vous pensez qu'il serait judicieux, par exemple, de proroger la durée de la transition? Je ne parle pas de proroger. Moi, je parle surtout, j'ai dit à tous les hommes politiques, et je le dis pratiquement à tous les Maliens, les Maliens, qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ensemble, nous puissions tous travailler afin que cette situation dans laquelle nous nous retrouvons, qu'il y ait un consensus autour de tout ça pour faire sortir le Mali. Même autour de la prolongation de la transition. Je ne parlais pas parce que, au fait, aujourd'hui, les délais empathiques qu'on nous a donnés, et force est de reconnaître que c'est un dictat, ce n'est pas la volonté populaire, ce n'est pas la volonté des Maliens, c'est la dans communauté. Dans ce cas, pourquoi n'est pas c'est la communauté. C'est fixer un seul objectif qui est de... Mais c'est pourquoi nous avions appelé aux assises nationales de la refondation. Et ces assises vont nous permettre de tracer un canevas et de demander à l'ensemble du peuple malien ce que cette transition devrait faire de concret. Donc, normalement, et avec un chronogramme bien affiché à ce niveau. Donc, les assises nationales vont travailler sur le chronogramme électoral. Mais les assises vont travailler sur tout. Parce qu'au fait, il faut que nous ayons un projet de société pour le Mali. Et nous pensons qu'à la fin, en tout cas de ces assises, il y aura des engagements forts parce que contrairement au dialogue national inclusif qui s'est opéré à l'époque, les résolutions n'étaient pas exécutoires. Et pour une fois, nous voulons que les décisions qui vont sortir de ces assises-là puissent être exécutoires. Non seulement pour la transition, mais au-delà même de la transition. Et ça va sous-entendre peut-être que les candidats potentiels pour les échéances futures puissent prendre langue et non seulement s'engager par rapport justement à l'exécution de ces résolutions si Dieu faisait que, bon, ils étaient élus quelque part. Quand même, il n'est pas du tout facile d'impliquer en tout cas toutes les communautés locales dans ces concertations-là, de ces assises nationales, la refondation en quelques mois. Ensuite, passer à la réalisation de ces résolutions qui vont sortir de ces assises. C'est vous qui le dites. J'ai dit, ou bien ce sera juste Bamako qui va... Non, vous savez, contrairement à ce que les autres ont fait par le passé, parce que même le dialogue national inclusif, c'était ça. C'était prendre l'élite de Bamako, se retrouver pour... Il y a eu quand même des dialogues je voudrais... décentralisés, hein, plusieurs... Oui, mais quand c'est les préfets, les commandants ou les gouverneurs qui dictaient pratiquement ce qu'il y avait. Et qu'est-ce qui sera fait de différent alors? Non, ça va être complètement différent parce qu'au fait, nous donnerons cette fois-ci la possibilité à tous les Maliens de s'exprimer. Comment? Et ça va se faire. L'organisation matérielle relève du gouvernement et le gouvernement est en train de prendre des dispositions idoines pour pouvoir le faire. Parce que tout le monde ne peut pas parler de toute façon, c'est obligé de faire représenter. Nous avions aujourd'hui des documents de base sur lesquels nous pouvons déjà réfléchir. Il y a eu
beaucoup d'assises, il y a eu le dialogue national. Je vais dire, depuis la conférence d'entente nationale et tout ce qui s'ensuit, donc il y a des documents sur lesquels nous ne disons pas que tout est mauvais, et nous ne disons pas non plus que nous avions le monopole de la vérité, mais pour nous, il faudrait que l'ensemble des Maliens puissent être impliqués par rapport à cela. Et ce que nous allons décider pour une fois, j'ai dit pour une fois, ce serait une décision nationale. Parce que nous avions l'habitude que nous avions toujours une obligation vis-à-vis de l'extérieur. Et les choix qui nous sont imposés, entre guillemets, ne sont pas la volonté populaire pour la plupart. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a comme alternative, c'est que le M5-RFP a accepté, c'est ce que tout le monde se pose déjà cette question-là, le M5-RFP a accepté d'intégrer le processus transitoire, alors qu'à un moment donné, le M5-RFP avait dit non parce qu'il y avait des conditions qu'il faille satisfaire, notamment la dissolution du CNT, du Conseil national de transition. Le CNT est toujours là, le M5-RFP a la primature. Bon, et quand les gens l'analysent sous cet angle, c'est très difficile parce que la lecture que nous avions de cette situation n'est pas la même chose que ce que certains pensent aujourd'hui. Parce que cette transition, c'est notre transition. Nous l'avons voulu, nous l'avons réfléchi, et dire que nous avions intégré quelque chose que nous-mêmes nous avions élaboré, et c'est quand même un peu gauche. Mais ce que je voudrais dire, que nous sommes partie prenante de cette transition. Et disons ceci, que au fait, la première tranche a évolué sans le M5-RFP. Tout le monde a vu que ça s'est terminé en queue de poisson. C'était une catastrophe en soi. Parce que les acteurs... Vous pensez que ce ne sera pas la même chose? Mais c'est nous qui avons pensé, réfléchi, c'est nous qui avons élaboré nos stratégies par rapport justement à ce qui devrait être fait avec le peuple. Et ça heurte souvent les uns les autres, mais si nous parlons de peuple, le M5-RFP représente aujourd'hui le peuple parce que c'est la volonté populaire qui nous a amenés dans cette situation. Donc c'est vous dire quelque part que nous, on pense réellement que nous n'intégrons pas, mais on est en train de rectifier en tout cas quelque chose parce qu'il y avait eu par le passé, nous ne dirons pas qu'il y avait une transition parce qu'il y avait une continuité. Et si jamais tout de suite la Cour suprême décide... J'en viens. Concernant le CNT, c'est nous qui avons porté plainte. Je suis signataire à la Cour suprême. Je suis signataire de cette plainte. Et je connais en tout cas ce dossier. Et aujourd'hui, le dossier est pendant devant les tribunaux. Il faudrait que les gens comprennent que le M5-RFP, pendant toute la lutte, nous sommes restés légalistes, nous sommes restés derrière la loi. Et c'est ce qui nous a amené, même la désobéissance civile dont il était question, on est toujours resté, en tout cas, derrière la législation malienne. Le fait de porter plainte, nous n'avons pas retiré notre plainte. Mais la justice doit faire son travail. Si demain la justice estime que le CNT doit être dissous, ça veut dire que nous aurons raison, en tout cas par rapport... Et si demain, il advienne qu'il pourra que la justice décide autrement, nous sommes des sujets de droit et le droit s'applique sur nous. Donc, nous ne sommes pas dans des conflits stériles. Et en politique, toujours, nous avions appris qu'il faut toujours aussi des compromis dynamiques. Parce que nous sommes dans un État et l'État ne va pas s'arrêter. Et aujourd'hui, dire que le CNT est reconnu par la charte, et aujourd'hui, dire que nous devons rapidement, nous avons demandé en même temps la dissolution du gouvernement. Mais contrairement à ce que les gens pensent,
nous avions dit qu'il nous fallait des assurances, et c'est ces assurances qui pouvaient nous permettre d'intégrer un gouvernement ou de ne pas l'intégrer. Et ces assurances, c'est par rapport justement à la préoccupation des Maliens, ceux qui sont sortis dans la rue, ceux qui étaient sous le feu de l'action. Je sais que peut-être que vous savez qu'aujourd'hui il y a une plainte contre le gouvernement, je pense auprès des tribunaux, parce que le gouvernement, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, c'est le Biprem Fassoko, je crois, qui a porté plainte contre le gouvernement pour, qu'est-ce qu'ils ont dit déjà, pour avoir en tout cas enfreint à la charte de transition, pour avoir violé la charte de transition par rapport au nombre de ministres. Mais excusez-moi, et à cette question, il y a eu un avis juridique par rapport aux ministres délégués. Il y a 25 ministres pleins et il y a 3 ministres délégués. Et ces ministres délégués... C'était pas prévu par la transition, non, par la charte. Non, excusez-moi, c'est pas des ministres pleins. Si je dis c'est pas des ministres pleins, excusez-moi, ils n'ont pas de secrétariat général, un ministre délégué n'a pas de secrétaire général, il n'a pas de DFM. Au fait, c'est un ministre qui est rattaché à un autre ministre. Il y a la loi des normes. Donc, il ne peut pas être au même niveau que les ministres. Maintenant, si les gens parlent comme ça, moi, je suis un peu choqué parce que quand on regarde, il y a beaucoup de postes en République du Mali qui ont rang de ministre. Mais pourquoi les gens ne décrivent pas ça? C'est la même chose. Quand on dit secrétaire général à la présidence avec rang de ministre, quand on dit directeur de cabinet avec rang de ministre, vous pensez que... Parce que maintenant nous sommes dans une phase transitoire et que la charte... Non, excusez-moi, mais ça existe aujourd'hui. Mais pourquoi les gens ne sont pas focalisés ou braqués sur ça aussi? Non, moi je dis, ça c'est un faux débat. Maintenant, à la justice de trancher, ceux qui ont eu à porter plainte, c'est leur droit. Quand vous ne comprenez pas quelque chose et que vous sentez qu'il y a un abus, vous portez plainte. Quand vous portez plainte, le tribunal il est obligé également de vous donner satisfaction par rapport justement que vous ayez raison ou pas. Donc moi je dis quelque part que les gens qui gèrent aujourd'hui, il y a suffisamment de sommité, il y a suffisamment de gens réfléchis. Je pense que un avis juridique avait été donné avant même la mise en place. Alors rapidement, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala-Maïga, était devant la presse cette semaine, a dit clairement qu'il y a une décision politique qui est prise par rapport à la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Sans consensus, parce qu'il y a peut-être des partis qui n'ont pas été du tout concertés, des partis politiques qui n'ont pas été concertés. Et pourquoi se presser pour aller vers la création d'un organe unique de gestion des élections? Mais excusez-moi, moi je ne comprends pas au Mali. La demande de mettre cette structure en place, l'organe unique, c'est toute la classe politique malienne qui l'avait demandé, plus la société civile. C'était l'une des résolutions phares du dialogue national inclusif. Moi, je suis sidéré aujourd'hui que les gens disent que, certains disent qu'ils sont en train de se renier comme ça, à tout bout de champ. Non, tout le monde est concerné par cette question. Et la première tranche de la transition, entre guillemets, gérée par le gouvernement Mokhtar Ouane et le président Bandaou, ils avaient dit que ce n'était pas possible. En 9 mois, ceux qui n'ont pas pu réussir, en moins de 10 jours, nous avions prouvé que c'était faisable dans les délais requis. Donc moi, je pense qu'avec des experts nationaux, pas des experts internationaux, donc nous pensons que ce n'est pas parce que l'autre équipe n'a pas pu le faire que nous ne pourrons pas le faire. Donc, j'ai dit aujourd'hui, si je dis nous, je parle de la transition actuelle, parce que moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc, c'est vous dire quelque part que c'est l'une des revendications également du M5 RFP. Donc, c'est vous dire quelque part que cet organe unique de gestion, nous allons veiller dessus, et c'est un engagement
vis-à-vis du peuple. On ne peut pas finir cette interview sans parler de l'accord d'Alger. La position du M5-RFP, c'est quoi? Il s'agit d'une relecture intelligente de l'accord d'Alger, qui n'est pas du tout approuvé par les partis signataires, la CMA, qui, par exemple, se dit ne pas même comprendre cette logique-là. La CMI aussi a dit la même chose, la coordination des mouvements de l'inclusivité. Quelle est la position réelle du M5-RFP? Mais je vais paraphraser pour vous dire ceci. Après toutes ces années écoulées, tout le monde a conscience aujourd'hui que cet accord, il ne vaut que par son nom. Parce que le gouvernement n'a pas mis en œuvre le DDR, par exemple. Les groupes armés sont toujours armés. Ce n'est pas une histoire de mise en place. Ce qui n'est pas faisable, il faut que les Maliens soient réalistes. Qu'est-ce qui n'est pas faisable dans l'accord? Mais il y a beaucoup d'aspects. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'accord? Non, moi je ne suis pas dans ce débat aujourd'hui parce que, au fait, c'est une volonté des Maliens. L'accord, il a été signé comment? Il n'a pas été présenté au peuple malien. C'est un groupuscule d'individus qui l'ont fait également. Mais aujourd'hui, dans l'application... Il y a eu des milliards qui ont été investis. Excusez-moi. Pour que la force soit... que la population soit sensibilisée. Excusez-moi. Sensibilisée en quoi? Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'accord tel que conçu, présenté aujourd'hui, ne peut pas être concrètement, appliqué. Quel est le point de l'accord qui vous dérange, qui dérange la M5-RFP? Ça ne nous dérange pas. Nous, on veut des choses simples, où il y aura une participation totale de l'ensemble du peuple malien, sans exclusif. Il y a eu beaucoup de représentants des communautés qui étaient à Alger, il y a eu beaucoup d'acteurs à Alger. Mais trier sur quoi? Moi, je n'étais pas à Alger. Je suis pourtant... Tout le monde ne peut pas être à Alger, c'est pour ça. Mais pourtant, j'étais quand même président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Ce n'est pas un petit poste, ça. L'Assemblée nationale n'a pas été, à l'époque, associée par rapport à la signature. Vous savez, nous ne cherchons pas la petite bête ou la petite... mais nous disons que, pour une fois, donnons-nous l'opportunité que nous puissions nous asseoir face à face et se dire certaines vérités. Dernière question à Jamil Bitar. C'est quoi aujourd'hui le rapport entre le M5-RFP et l'imam Mohamed Dicko, le M5-RFP et la CEMAS? Mais les rapports sont conviviaux, amicaux, fraternels. Et moi-même qui suis en face de vous, j'ai un accord politique avec la CEMAS. Et par le trichement de mon regroupement, comme je l'ai dit, le pôle politique du consensus. Et je veux le dire... Il y a quand même une séparation. J'ai pas fini. Moi, je suis peut-être un des acteurs majeurs du M5-RFP, mais ce qui est évident, je veux que l'ensemble du peuple malien comprenne que l'imam Mohamed Dicko également a joué son rôle quand il devait le faire. Et vous le savez mieux que moi. Et il s'est retiré pour retourner à sa mosquée. Mais vous savez, les gens sont... Vous avez dit au début de votre intervention que Jamil Bitar, homme d'affaires, et l'imam Dicko, homme de culte religieux, entre autres. Mais vous savez, nous avions tous des choses à faire. Mais contrairement à ces politiques qui prétendent aujourd'hui que l'islam aussi, ou la religion et la politique ne minent pas ensemble, ça c'est une grave erreur. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a eu des imams qui ont dirigé des États, il y a eu des imams qui ont dirigé certainement des transitions. Vous êtes pour une candidature de l'imam Mohamed Dicko à la présidentielle? Ben c'est sa volonté à lui, mais Jamil Bitar déjà est candidat. Ok. Alors, une dernière pour finir, il y a eu une séparation quand même qui ne dit pas son nom entre le M5-RFP et la CEMAS. Pour terminer rapidement, par exemple, le Premier ministre Choguel Koulamega n'a pas concerté la CEMAS, par exemple, pour le gouvernement. Qui ça? La CEMAS pour le gouvernement.
pendant qu'il a pu quand même consulter beaucoup d'autres forces vives de la nation. Mais excusez-moi, moi qui suis en face de vous, j'ai un regroupement, pas des moindres. Mais vous faites partie du M5RFP et la CEMAS toujours? Mais la CEMAS fait partie du M5RFP. Toujours? Toujours. Je défie qui pourra m'amener aujourd'hui un départ de la CEMAS. Bon, je pense que Kaoudim, en son temps, comme coordinateur, avait parlé de pas mal de choses. En tout cas, c'est passé que nous a dit le chargé de com de la CEMAS, par exemple. Qui est le chargé? Khalil Sarmoï Sissé, par exemple, il avait clairement dit que, par exemple, il y a de sérieuses dissensions entre la CEMAS et le M5RFP. Non, moi, pour l'instant, je n'ai pas cela en connaissance. Okay. Et je peux vous rassurer que non. Merci. Jusqu'à preuve du contraire, nous avions de bonnes relations. Okay. Bitar, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Jamil Bitar, il est le porte-parole du M5RFP. Il est également le président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et ensuite la transparence, MCATT. Merci d'avoir suivi cette émission. L'invité de la semaine, c'est tous les mercredis à partir de 21h15. Bye.